move to the last session of the day, which is the session on promising initiative in food fortification to promote lessons learned, results, and impact. This session, distinguished ladies and gentlemen, will be moderated by Catherine Coase. Catherine Coase is the Regional Nutrition Advisor at WFP, Regional Office for West and Central Africa. Mrs. Coase, you have the floor. Good afternoon, everyone. Thank you very much for having me to moderate this session. I hope you hear me well. We can get you well. Yes, perfect. So with your permission, Chair, I would like to move ahead with the first presenter, and I will briefly present the different speakers just before they do the presentation. And I will already ask all of them to try to stick to the 7 minutes that were allocated, because this has been a very long day. And obviously this will be a very, very interesting session. And we would like to get the key messages from all the 5 presenters we still have in this session. And we will start with Mr. Andreas Blutner. He's the Director of Nutrition for the Bill and Melinda Gates Foundation and is leading an update of the strategy of the foundation. Before the foundation, Andreas was Director of Food Fortification and Partnerships for BASF. We all know this very leading, we all know this chemical company for the work it was doing as a micronutrient manufacturer and also active partner of global fortification programs since ages. So before that, Andreas also worked with the UN, German government, and GAIN, the Global Alliance for Improved Nutrition. So clearly he's a very important resource person for us to have here in this session. So please, Andrew, go ahead, you have the floor. Thank you. So Andrew, you can go ahead. I think your presentation is ready now. Please start. Thank you. Thank you very much, and thank you for having me. So let me start with the foundation. You probably know the Bill and Melinda Gates Foundation, and we know, if we turn the slide, that we are having goals of ensuring that children and young people can survive and thrive. We work on poverty, infectious diseases, nutrition, and also some US programs. So we have around about 30 different strategies employed, and nutrition is among the newest of them. If we go to the next slide, though our nutrition strategy now is focused on fortification, we still work on maternal, infant, and young child nutrition. We work on nutritious food systems and R&D. So we have a whole nutrition portfolio, but you may expect for the next 5 years that we even more invest in large-scale fortification, and Africa and West Africa is definitely high on our agenda. If we then turn the page, we looked in the last 12 months extensively into fortification, into the countries, and try to address some of the challenges. Having worked on fortification for 15 years, the glass is half full, but it's not full. So there's work to be done. It's very promising still that we know that the problem is huge. Still 2 billion people have not enough micronutrients in their regular diet. And fortification can be extremely cost effective. It can be self-sustainable if it's mandated and it's well monitored. So our goal is, on the long term, to empower you to catalyze reliable, self-sustaining systems at the ground that ensure that compliance and the standards are right for salt, flour,
oil, and to some extent also rice. If we turn the page again, our strategy review resulted in a few areas we would like to focus on, which is large-scale fortification, country impact, and a systemic approach. I think I listened carefully to the monitoring challenges in SALT, and SALT is encouraging. I mean, SALT has done it. They work with the private sector. There is a good deal of compliance in many programs, also in West Africa, but we see that measuring the iodine content still is a bit difficult. Sharing the data is difficult, and also engaging the private sector. I mean, the private sector knows how to measure the micronutrients. So our new strategy will focus also on empowering the private sector, starting in Nigeria, where we have a strong commitment from the CEOs of the mills, thanks also to our work with GAIN and TechnoServe in that area. And we would like to expand that in other countries, including, for example, Democratic Republic of Congo. If we go next, then, I tried to condense, let's say, our country experience of the last 15 to 20 years in a clock model. So typically, programs develop from advocacy to a technical phase to a voluntary phase, and then it gets mandated. Hopefully it gets mandated right, because we analyzed the flour standards in Africa and around the world, and only 50% of the flour standards have the right form of iron. Only 50% of them have the right level of iron. So there's also work to be done on, I would say, getting the standards right. So our main areas is we would like to support technical assistance, for example, in edible oil, in a regional approach for mills and also for food and drug authorities monitoring the foods. We would love to support standard setting, starting from a regional level. We identified also with WHO that quality assurance and quality assurance systems is still a weak spot, because in the clock, it comes at the latest stage. So I think it's very natural that after going through the different phases, now I think it's time to think about how can we make a monitoring system cost effective, and how can the private sector, I mean, do some of the work, and maybe with a push in digitization can share their internal compliance. Because I know from private sector, and I've talked to many of these CEOs and factory managers, they're tired of hide and seek between officers and themselves, and they would love to enter in a collaborative approach with a technical push on making measurement and data sharing easy. And that's what we try to do in the next 3, 4, 5 years in partnership with you. On the next slide, I would love to show you, before concluding, what is the potential of fortification. We analyzed Ethiopia, India, and Nigeria, and looked where we stand today with the reach of the fortification programs. And on the left side, you see population consuming adequately fortified foods is a part of it. So the good news is 400K DALIs are averted already by India, Ethiopia, and Nigeria. But how sustainable is that? And the second question is, what is the upside potential? And what is the upside potential in the really poor and vulnerable groups? And we identified a few pockets of opportunities, which is with more standards, better assistance, also in analytics, and a better co-owned and digital quality assurance system, we could drive up compliance, and we could kind of harvest much more DALIs, or many more DALIs, because we reached the vulnerable groups. How about public distribution systems? Have we looked in schools sufficiently, like the gentleman in the video confirmed? Have we really made it mandatory in schools where there is deficiencies? So there's a policy job, I think, to be done to make sure that all institutional buying schemes that reach vulnerable people really make a difference sustainably. And finally, I think there's additional vehicles, including maize flour, where small and medium-sized mills and also, I mean, additional vehicles could be leveraged. If we look into that, there's an upside potential which is kind of 7-fold in public health impact. So I think we must not kind of clap on our shoulders and say, yes, well, edible oil in West Africa is a huge success story. It is, but there's such an upside potential in flour, in salt, and also in oil in all these areas. And to sum up, on the last slides, I would show you that we have certain area identified we're going to invest in, which is we would like to address local capacity building with suppliers like DSM, like BASF, like Mühlenchemie,
that will help via GAIN and TechnoServe to really build the capacity that's needed to fortify and to analyze. We would love to help on the regional level to develop standards and improve them, including standards on how does a good quality assurance system look like. I think there's work to be done and there's dialogues to be done. And finally, on compliance, on average, what we see is 10 to 50%. And the law of the market is you first fortify the good foods, you fortify the expensive foods. So I think we need to do an additional push by public and private sector to get compliance to like 80%. And Nigeria, I think, has now shown it's in principle possible. The question is now how to sustain that, and count on us and our partners. We're going to be with you on developing locally owned solutions on that. On the last slide, summing up, you see our geographic priorities. The foundation is an investor, not an implementer, though we have in Nigeria a country office. But we also would love to work with other investors, other donors, to see what we can do in expanding these geographies. So my main messages are, there's a half full glass in fortification we would love to fill up, in particular with more data and better data, technical assistance in regulatory and factory levels, and a better and co-owned quality assurance system that really is digital and allows easy and safe data sharing. And I stop here. I'm happy to look forward to questions, and you feel free to share that slide deck, and I'm happy to start dialogues with governments also on what that means in local implementation and partnership. Thank you very much. Thank you very much, Andreas. I think this was an excellent presentation, also setting the tone for other presentations to come, because clearly to be successful in fortification, a lot of elements need to be put in place. So on this note, let's look now at one example in country, more specifically Chad. And we are very lucky to have with us Raul Baleto. He's currently the Deputy Country Director for WFP in Chad. In this position, he's in charge of all WFP operations, including the program. He has worked in various countries in Africa, but also over 25 years of experience in various regions across the world, Latin America, Africa, Middle East, also Balkans, Eastern Europe. So he's very experienced, and even also in working, setting up the Center of Excellence in Brazil. So he's very well placed to be here today with us in CERFAM, which is a similar model as in Brazil. And he will talk to us about an example in Chad. Bienvenue Raoul, un plaisir d'avoir avec nous. Et je passe la parole à toi pour Merci. Merci Catherine et tous les participants et organisateurs de cet atelier, de cette consultation. Donc aujourd'hui, comme c'est dans le programme, nous allons présenter brièvement le premier projet de partenariat avec le gouvernement du Tchad pour la lutte contre la malnutrition. Il s'agit d'un projet pilote qui avait comme objectif de la production locale d'aliments complémentaires fortifiés. Est-ce que vous voyez l'écran partagé? Oui, monsieur, on voit l'écran. OK. Donc, comme je disais, donc, il s'agissait d'un premier projet pilote qui a pris fin au mois de juin de cette année. Et c'était le premier projet de partenariat entre des agences des Nations Unies et le gouvernement pour la production locale d'aliments complémentaires fortifiés. Les raisons pour lesquelles on avait décidé, on était arrivé à élaborer un projet de ce type, étaient liées à la situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays, au Tchad. Et c'est une situation nutritionnelle qui prévaut au Tchad et qui est similaire à beaucoup des pays de la bande sahélienne. Tout d'abord, la malnutrition, malheureusement, demeure un problème majeur de santé publique au Tchad.
en dépit des efforts déployés par le gouvernement et les autres agences. Et c'est une des principales causes de mortalité et de morbidité, particulièrement pour les enfants de moins de 5 ans. Deuxièmement, c'est aussi un problème majeur économique et de développement. Selon l'étude de la faim qui avait été menée en 2016 au Tchad, la malnutrition représente une perte de plus de 570 milliards de CFA par an, et ce qui représentait en 2016 presque 10% du PIB. Donc, des pertes énormes liées à la malnutrition, comme c'est souvent le cas dans les pays dans cette région. Et il ne faut pas oublier que aussi les indicateurs nutritionnels au Tchad restent alarmants, avec la malnutrition globale et la malnutrition chronique qui atteignent des niveaux qui sont presque des niveaux critiques par rapport aux critères de l'OMS. Et aussi, nous faisons face à des problèmes d'insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrentes. Comme chaque année, le Tchad est affecté par l'impact de la période de soudure. Et cette année, les résultats du cadre harmonisé ont montré clairement qu'il y avait plus de 1,6 million de personnes qui vivent malheureusement en situation de crise alimentaire, avec plus de 160 000 qui sont en situation d'urgence. Donc, globalement, les taux de malnutrition du Tchad ont des causes multiples, une combinaison de causes qui sont plus ou moins des causes classiques, je dirais, de la malnutrition, notamment la faible disponibilité alimentaire, les pratiques d'alimentation pour les jeunes enfants, l'insuffisance de l'accès à l'eau potable et aussi un manque d'aliments de qualité, et ce qui se traduit par un déficit en micronutriments. Et c'est exactement ce type de problématique qui était l'objet du projet dont on va parler aujourd'hui. Heureusement, il n'y a pas seulement des problèmes d'insécurité alimentaire et malnutrition au Tchad, il y a aussi des zones qui ont un potentiel de production. Et donc, les zones du projet qui avaient été choisies pour ce projet, les deux provinces du Mayo-Kébi, étaient justement des zones où il y avait un potentiel agricole important qui aurait permis de dégager des productions locales. Donc, au vu des défis nutritionnels que je viens de mentionner, le gouvernement, les bailleurs et les agences des Nations Unies qui sont engagés dans la lutte contre la malnutrition, notamment le PAM, l'UNICEF, la FAO et l'OMS, se sont réunis autour de la mise en œuvre de ce projet, la production locale d'aliments, de compléments fortifiés, PROFOR, comme je vais le présenter tout à l'heure. L'objectif principal du projet était de renforcer la résilience des ménages les plus vulnérables en améliorant l'accès, la disponibilité et la stabilité en utilisation d'aliments de compléments à haute valeur nutritive pour les enfants de 6 à 24 mois. Le projet prévoyait 4 composantes principales, donc le renforcement des capacités des organisations paysannes dans la production et les bonnes pratiques agricoles pour la production de 4 produits de base, notamment le maïs, le niébé, qui est le haricot local, du soja et des arachides, le renforcement des capacités de production et commercialisation d'une farine infantile fortifiée qui soit conforme aux standards régionaux et internationaux, et aussi le renforcement du marketing social pour la promotion des bonnes pratiques, surtout dans l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et pour finir, un volet institutionnel, donc le renforcement des capacités pour la mise en place d'un cadre légal devant servir à la réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel et des aliments en complément. Sur la base de ces objectifs, s'agissant d'un projet pilote, comme je l'ai dit, en matière de fortification, le PROFOR a demandé un effort supplémentaire au départ pour la mise en place d'un cadre interinstitutionnel qui permette de jeter les bases d'un système durable. Donc, le PROFOR est en effet un programme conjoint qui a ainsi nécessité l'implication de toutes les parties prenantes dans la lutte contre la malnutrition. La coordination du projet est assurée par un comité de pilotage qui a été créé par arrêté du gouvernement. C'est l'organe de prise de décision et il s'est réuni 2 fois par an. Il se réunissait 2 fois par an
et il était sous la coordination et le contrôle du gouvernement au travers du ministère de la Santé publique qui en assurait la leadership. Ce comité de pilotage suivait les activités du comité de suivi opérationnel pour lequel font partie les différents acteurs, notamment les 4 agences des Nations Unies que j'avais mentionnées auparavant, le PAM, la FAO, l'OMS et l'UNICEF, mais aussi la Direction de la nutrition et technologie alimentaire qui a présenté tout à l'heure, qui a eu une présentation à cet atelier tout à l'heure, le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires, SECODA, l'Alliance nationale de développement rural, le système d'information alimentaire d'alerte précoce, ainsi que la cellule de liaison et information en sécurité alimentaire et sécurité des femmes. Donc, au niveau opérationnel, les 4 agences des Nations Unies ont été appelées à la mise en œuvre du projet. Et le PAM assurait la leadership et la coordination du projet. Et chaque agence dirigeait les thèmes et les composantes du projet qui étaient sous leur domaine d'expertise. Donc, la FAO a été en charge de la mise en œuvre des actions relatives à l'activité de l'appui aux productions de matières premières pour la transformation de la farine. Cet appui a été fait au travers d'un appui direct aux petits producteurs et fermiers et a été fait en collaboration avec les structures du ministère de l'Agriculture. Le PAM donc, a joué un rôle de coordination et de supervision des activités du projet, mais a aussi été directement responsable pour la mise en œuvre des activités directement liées à la production de la farine fortifiée et à sa commercialisation. L'UNICEF a été chargé de la mise en œuvre des actions de communication pour le changement des comportements autour de la promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, ANGE, et du marketing social de la farine. L'UNICEF a aussi appuyé le gouvernement justement pour le développement d'une stratégie nationale autour de cette alimentation du nourrisson et des jeunes enfants. L'OMS était en charge plutôt de la contribution dans le plaidoyer et la création d'un environnement législatif autour de la création d'un produit fortifié et a contribué à la révision et à la validation des textes de loi pouvant aider à mieux cadrer la mise en œuvre du projet. En résumé, la mise en pied d'un projet pour la production de farine fortifiée était innovateur au niveau du Tchad et dans la mesure où ça adressait une des causes immédiates de la malnutrition, donc l'apport en aliments de qualité et en quantité suffisante, et a été donc mené les 3 dernières années. Et comme je disais, le projet pilote a eu fin en juin de cette année. On a eu un premier atelier de capitalisation des résultats et on est en négociation, en discussion avec le gouvernement et les autres acteurs, et notamment avec les bailleurs, pour une deuxième phase qui devrait éventuellement avoir lieu à partir de 2022. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais passer à quelques résultats de cette première phase pilote. Il y a eu plusieurs résultats qui ont pu être comptabilisés. Au niveau de la production de la farine fortifiée Manisa, Manisa est le nom commercial qui a été donné à cette farine. On peut compter 4 unités de production qui ont été mises en place et qui sont fonctionnelles depuis 2019. Le système de contrôle de qualité a aussi été établi, il est fonctionnel. Et avec la Manisa a atteint un standard régional et aussi international au niveau de la qualité du produit. Il y a eu une autorisation de la commercialisation de la farine Manisa qui a été délivrée par le ministère de la Santé publique. Et donc, la mise sur le marché de ce premier produit fortifié a permis au Tchad d'avoir un premier produit qui travaille et qui fournit une contribution à la lutte contre la malnutrition chronique. Pour ce qui est des renforcements des capacités, à travers de l'intervention des agences et des différents acteurs sur le terrain, on peut dire qu'il y a eu environ 16 000 agriculteurs qui ont été formés dans les techniques de production agricole et structurés en association, ce qui leur a permis de devenir compétitifs ou de pouvoir rentrer, du moins pouvoir rentrer sur le marché agricole.
Il y a eu 7 centres et 20 organisations agricoles qui ont été formées et équipées, plus de 500 agents de santé et 250 leaders communautaires ont été formés en alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et plus de 2 millions de personnes ont été sensibilisées sur les bonnes pratiques d'alimentation au niveau local. Dans le cadre de l'appui institutionnel, les résultats du projet sont donc un code de commercialisation des substituts du lait maternel et produits de complément qui a été révisé et adopté au niveau du gouvernement, l'élaboration et l'adoption de la stratégie nationale pour l'alimentation du nourrisson des jeunes enfants et aussi la mise en œuvre de l'initiative Hôpitaux et Amis des bébés. Donc ça, c'est les résultats principaux de la première phase pilote. À travers cette phase pilote, on a pu identifier des bonnes pratiques et des exemples et des pratiques qui nous permettront de lancer la deuxième phase, notamment l'intégration de l'économie locale dans la production de la farine enrichie a été un élément clé. Il est capital que dans les réalités rurales et semi-urbaines du pays, comme le Tchad, l'économie locale soit impliquée dès le début et puisse dégager des capacités de production des inputs de base pour la production de farines fortifiées. Les associations de producteurs ont été appuyées techniquement pour produire les denrées alimentaires avec la qualité requise, aussi pour augmenter la quantité produite afin de garantir une production continue. Deuxièmement, le programme a mis en place des mesures pour assurer sa durabilité. On a formé les associations de producteurs avec des plans d'affaires, soit pour la production des matières premières, mais aussi pour les associations et les unités techniques qui produisent la farine fortifiée. Il y a un aspect qui est aussi fondamental dans les réalités des zones rurales du projet, c'est la prise en compte de l'aspect genre. Donc, 42% des bénéficiaires et des groupes appuyés par ce projet sont composés par des femmes et les unités de production de farine sont gérées par des femmes aussi. Donc, l'implication des femmes a eu un impact positif sur le marketing de la farine et évidemment aussi en lien avec toute la campagne de sensibilisation sur l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Au niveau, comme je l'avais dit tout à l'heure, le projet au départ a demandé un effort de création d'une structure interinstitutionnelle, ce qui a permis une bonne coordination du projet à tous les niveaux pour un meilleur impact du projet. Et ceci est aussi un facteur très important qui doit pouvoir être répliqué à l'avenir. Aussi, le projet a bénéficié de l'expérience de partenaires dans la région, notamment au Burkina Faso. Le PAM a conclu un partenariat avec GRET, qui est une ONG avec une grande expérience dans la fortification des aliments au Burkina Faso, ce qui a permis de faciliter la transmission des techniques de production, l'identification des équipements nécessaires et aussi les approvisionnements des complexes multivitaminiques qui étaient nécessaires pour la production de la farine fortifiée. Je vais passer aux leçons apprises, qui est la dernière slide. Donc, comme on l'a dit, une des leçons apprises, c'est qu'il faut absolument une complémentarité des expertises entre les agences et les institutions impliquées dans le processus. Pardon. Il faut une collaboration avec les chefs traditionnels et les communautés locales pour avoir une forte implication dès le départ dans ces processus de production locale. Il y a une structuration des organisations paysannes qui a favorisé la collaboration et le transfert de connaissances à moindre coût. Il y a un renforcement des capacités sur les meilleures pratiques qui a conduit à la qualité des matières premières et à la diversification des aliments au sein des communautés bénéficiaires. Il y a eu toute une sensibilisation des communautés qui a conduit à un changement de comportement et à une adhésion totale à des pratiques adéquates d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, et a aussi stimulé la demande de manissage dans les zones du projet. On a travaillé aussi pendant tout le long du projet à
disons, optimisation des commandes pour les intrants et de l'utilisation des ressources pour la production des farines fortifiées. Cependant, comme on a discuté avec le comité de pilotage à la fin du projet, un des grands défis pour ce type de projet pilote et pour la possibilité d'avoir une expansion géographique de ce type de projet, c'est la possibilité de produire localement ou régionalement les intrants, notamment les produits multivitaminiques. La phase pilote du projet, on a dû importer ce produit avec des coûts qui ne permettent pas au produit final d'être vraiment compétitif au niveau du prix total de la farine. Et aussi, il faut absolument l'implication accrue du secteur privé, que ce soit pour la production de ces compléments vitaminiques au niveau local ou même des emballages ou des différents intrants tout le long du processus de production. Donc ça va être le défi et ça fait partie des négociations et de la définition d'une deuxième phase de ce projet. Il faut absolument que les secteurs privés au Tchad soient plus impliqués tout le long de la chaîne de production et la commercialisation des produits. Donc, il faut absolument qu'on puisse, au travers d'un partenariat accru, les impliquer pour que le produit ait un avenir au niveau, disons, purement commercial et au niveau de la production et vente au niveau local. Donc, voilà, ça c'était les points plus importants à mentionner sur ce premier projet pilote au Tchad. Catherine, à toi. Merci beaucoup, Raoul. Et voilà, tu as déjà très bien, en quelque sorte, introduit Madame Zoundi, qui est responsable justement d'une unité industrielle de production des aliments de complément. Mais avant de passer à Madame Zoundi, on a maintenant une présentation concernant la biofortification qui nous sera délivré par Dellings Firi. Il est directeur national du Malawi pour Harvest Plus depuis 2017 et avant de rejoindre Harvest Plus, il a travaillé pendant plusieurs années chez Sidenco au Malawi en tant que directeur général et aussi pour Monsanto dans le secteur notamment marketing. Il a travaillé aussi avec les associations des petits producteurs au Malawi en tant que responsable marketing. Et donc, il est très à l'aise en créant les liens entre les petits producteurs et le marché et donc les réseaux de commercialisation. C'est souvent un chaînon manquant, justement, dans le renforcement des chaînes de valeur, on le sait. Et donc, Firi est titulaire d'une maîtrise administration des affaires. Il a étudié en Écosse, mais aussi au Malawi. Et donc, il a une très, très grande expérience dans le secteur agriculture, mais en lien avec le renforcement des objectifs nutritionnels. Donc, warm welcome to you. Firi, please go ahead with your presentation. Thank you, Catherine. On a une autre présentation ici. No, je m'excuse s'il y a une petite confusion dans l'agenda. Je vois que c'est Madame Zoundi qui s'est préparée. Donc, voilà le lien parfait avec la présentation précédente et celle qui va suivre maintenant par Madame Zoundi. Comme je disais, elle est propriétaire et fondatrice de la société Sodepal, qui est spécialisée dans la transformation des aliments, donc les aliments produits localement, dont des aliments nutritifs et bien évidemment safe, comme on dit. Elle fait beaucoup attention à la qualité sanitaire des aliments. C'est un aspect très, très important, surtout pour nos populations vulnérables, les femmes et les enfants. Elle est aussi responsable de la Fédération nationale des industries agroalimentaires au Burkina. Elle a fait ses études à Toulouse, et c'est vraiment toujours un plaisir de l'écouter. Elle a beaucoup d'expérience qu'elle aime partager avec nous. Et donc, sur ce, Madame Zoundi, je vous passe la parole et on est vraiment très à l'écoute pour vous écouter en tant qu'acteur dans le secteur privé dans ce domaine très important. À vous, Madame Zoundi. Merci.
Alors, je vous remercie pour cette présentation et je voudrais tout d'abord exprimer un remerciement à Monsieur le Président de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant de FAM et Monsieur le directeur de SERFAM et tous les partenaires pour cette noble initiative de la grande conférence qui jette aujourd'hui les bases d'une solidarité active pour la lutte contre la malnutrition en Afrique. Alors, ceci dit, je suis du Burkina Faso et au Burkina Faso, 3 formes de malnutrition affectent les enfants de 0 à 59 mois. La malnutrition aiguë, la malnutrition chronique et l'insuffisance pondérable. Plusieurs initiatives à travers le monde se sont développées sur l'enrichissement alimentaire et au niveau national, des actions sont menées à travers la stratégie nationale de lutte contre les carences en micronutriments, programme 2021-2025. Et les données existantes révèlent les carences en micronutriments, en vitamine A, en fer, en iode, en zinc, etc. Alors, nous savons que l'enrichissement des aliments fait appel à d'autres notions comme la fortification et la supplémentation. L'expérience de la Société d'exploitation des produits alimentaires, SODEPAL, c'est une PMI agroalimentaire qui a un capital de 100 millions de francs et emploie aujourd'hui 46 employés, dont 23 femmes, 23 hommes. Et cette entreprise est issue d'une initiative de 1974 qui était créée pour la valorisation des ressources agro-sylvo-pastorales et fauniques locales. D'une mutation, elle a connu cette initiative de 1974, comme je dis, a connu une mutation en boulangerie-biscuiterie du Levant en 1978. Et à partir de 1991, il y a eu l'ouverture du capital pour avoir une collaboration avec Nutri7 dans l'objectif de lancer, développer une gamme d'aliments, de compléments nutritionnels référencés aux normes internationales de qualité pour la lutte contre la malnutrition. C'est pas pratique, hein? Excusez-moi, on ne maîtrise pas toujours les machines. Hein? Oui, Madame Joundi, peut-être si vous voulez vous replacer dans la présentation, vous pouvez parler de l'expérience SODEPAL, c'est vraiment très intéressant. Donc, oui. Allez-y, on vous écoute. Bien, donc l'objectif global de cette collaboration avec Nutri7 était de développer une gamme d'aliments, de compléments nutritionnels référencés aux normes internationales de qualité pour la lutte contre la malnutrition chronique, en assurant la production de produits riches en protéines, des produits riches en énergie et suppléments de sels minéraux et vitamines.
Alors, les cibles concernées par cette mission étaient donc les personnes vulnérables, dont 3 catégories d'âge pour les enfants, de 6 mois à 2 ans, farine infantile enrichie qui était faite pour leur soutien. Et de 2 ans à 5 ans, nous avons des potages enrichis. Il s'agit du potage à base de patates jaunes. Les enfants au-dessus de 5 ans, eux, c'était des biscuits enrichis pour les écoles et des bonbons enrichis. Nous avons beaucoup travaillé pour les biscuits enrichis au moringa. Ainsi, pour les femmes enceintes, les mères allaitantes et les personnes âgées et toutes les personnes souffrant de carences nutritionnelles. De cette action, les résultats, effets et impacts que nous avons pu relever, la CEDEPAL a développé 5 formules d'aliments enrichis à base de produits locaux, la vitaline biscuitée à base de farine de maïs, vitaline instantanée, maïs également, et la Vita Casui biscuitée, c'est avec la farine de petit mil, et la Vita Casui instantanée également avec la farine de petit mil. Nous avons le Super Léo également, qui est la nouvelle formule que nous avons travaillé avec le GRET pour les enfants de tous les secteurs d'activité. Bon. Je voulais vous présenter quelques images des enfants récupérés. Voilà, des enfants qui ont été récupérés après 3 semaines de traitement. Voilà, ce sont des exemples. Des résultats. Alors, pour ce qui est des effets et impacts, nous avons relevé qu'il y a eu amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle de la malnutrition, la contribution à la création de richesses à travers la valeur ajoutée, la création d'emplois, l'amélioration de revenus des ménages agricoles et des producteurs, fournisseurs de matières premières, le développement des initiatives de création des entreprises. Plusieurs petites entreprises se sont créées à la suite de l'exemple vécu. Développement de la compétitivité à travers la recherche et l'innovation, en collaboration avec le Centre de technologie alimentaire. Augmentation de l'offre des aliments enrichis à travers le PAM, à travers Save the Children et les ONG et les supermarchés, beaucoup de clients institutionnels. De ces activités, nous pouvons retenir comme leçon apprise la reconnaissance de la qualité des produits à travers la certification de la vitaline, certification aux normes NBF, la création de la Fédération nationale comme des instituts de l'agroalimentaire comme outil de plaidoyer pour la promotion des produits nationaux transformés, la création d'une synergie sous-régionale des entreprises agroalimentaires à travers Interpass, le lancement de l'initiative des journées agroalimentaires pour susciter plus de connaissances et surtout aider les acteurs à découvrir les potentialités et surtout arriver à susciter en eux le développement de la créativité. La création également de la pierre coopérative panafricaine pour la nutrition et pour la promotion de l'agriculture et l'alimentation durable en Afrique, ICON. Les difficultés rencontrées.
défis et perspectives. Pour ce qui est des difficultés rencontrées, l'approvisionnement et le stockage des céréales, la faiblesse de la demande solvable, l'accès au crédit bancaire pour insuffisance de garantie, délai d'octroi de crédit très long, frais de dossier et taux d'intérêt élevés, pression fiscale et taxes douanières élevées, faiblesse de la fourniture et coûts élevés de l'énergie électrique, phénomène de la fraude et de la corruption, hélas. En défi, nous relevons ceci: acquisition de prémix pour la fortification des aliments, le renforcement de l'équipement des unités de production et le renforcement de la communication sur les aliments enrichis. En perspective, nous avons la création d'un complexe agroalimentaire et évidemment la recherche de partenariats pour le financement de ce projet. Comme conclusion et recommandation, nous relevons ceci: la prise de mesures idoines pour le renforcement des capacités des entreprises de fortification des aliments, la prise de mesures pour porter à l'échelle les entreprises en vue de favoriser une intégration parfaite dans la lutte contre les carences. Adhésion, renforcer l'adhésion et engagement de tous pour la mise en place effective de la Fédération sous-régionale des industries de l'agroalimentaire de l'Afrique de l'Ouest afin de mieux répondre aux besoins du marché. Que le Dieu de miséricorde couvre le monde de sa paix. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Zoundi. Vous avez très bien expliqué les défis, mais aussi les progrès que vous avez pu réaliser. On voit qu'il y a quand même certains éléments sur lesquels les acteurs étatiques et aussi les partenaires de développement pourront appuyer. Je parle notamment peut-être les taxes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans votre domaine, mais peut-être à travers un plaidoyer avec les partenaires de développement, on arriverait à avoir quelques exceptions de taxes, par exemple. Donc, je vois qu'on a peut-être quelques points d'action sur lesquels on pourrait se pencher pour continuer à renforcer la production des aliments fortifiés, y compris les aliments de complément. Donc, on vient de voir l'exemple du Tchad, un exemple du Burkina, et certainement sa leçon apprise s'applique aussi dans d'autres pays. Sans trop tarder, si vous êtes d'accord, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat box, mais j'aimerais qu'on les garde pour la fin, si le temps nous permet. On va les aborder, mais je voudrais qu'on passe à la présentation de Harvest Plus. J'ai déjà introduit le présentateur pour cette présentation, donc j'invite le collègue d'allumer la vidéo et donc de commencer la présentation sur la biofortification. Je vous rappelle qu'après cette présentation, il nous reste encore une dernière présentation de Madagascar. Donc, please go ahead, Deling Sphiri, with your presentation. Thank you so much to be with us today. Biofortification has a lot of potential. Progress was made, and we're really looking forward to hearing from you where we are today with biofortification. Please, Mr. Firet, you have the floor. You can start. Yeah, thank you, Catherine. Sorry, I'll present off video because of bandwidth issues. So I'll go straight into the presentation. But before I do so, let me just mention that Harvest Plus is part of the International Global Research Partnership, the CGIAR. It provides leadership to its partners on biofortification technology and evidence. So the program's mandate is to end hidden hunger. Now, my presentation will basically focus on biofortification, the progress that it has made in Africa, and the promise it presents to the African continent. We can go to slide one. Slide one, please.
Yeah, on biofortification, I think what we should know is that biofortification is a food systems-based approach to addressing micronutrient deficiency. And the process involves incorporating key micronutrients into staple food crops. Now, this is done through a conventional non-GMO breeding process. So in this way, you see that all the biofortified crops are made more nutritious. Now, we've targeted key micronutrients, and in this case, we're talking about vitamin A, zinc, and iron, which are essential for good health, human development, and strengthening the immune system. Now, these biofortified crop varieties that have been developed by Harvest Plus and its partners are all public materials, hence can be accessed by everyone, including the government and private sector and everyone else. Let's go to slide 2. Slide 2, please. Yeah, what you note is that the staple crops that have been targeted for biofortification in Africa, pearl millet and beans for iron biofortification, maize, sweet potato, and cassava for vitamin A biofortification, and rice, rice, maize, and wheat for zinc biofortification. Of course, for maize and rice, trials are still taking place in Nigeria for zinc biofortification. Now, these crops are basically staple crops, which means they are eaten by mostly the resource poor on a daily basis. And that's the important thing. So far, Harvest Plus has assisted in the release of over 260 biofortified crop varieties in 38 African countries, but over 400 varieties released globally. So to date, more than 10 million households are now growing and consuming biofortified crops. This is very important. Now, the African countries where Harvest Plus has active programs for biofortification scaling up Nigeria, DRC, Uganda, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Kenya, and Tanzania. But there's many more other countries where we're simply working with partners. We go to slide number 3. Slide number 3, we're actually looking at the nutritional impact of biofortified crops. So based on a number of studies that have been conducted in Africa and beyond, there is strong scientific evidence to prove nutritional impact of biofortified crops. For instance, in Zambia, a study which was conducted there shows that consumption of vitamin A by mothers improves vitamin A content of their breast milk. And in Nigeria, another study which was conducted shows that consumption of vitamin A cassava by preschool children significantly improves status of vitamin A in those children. Other research were conducted in India, where it was actually noted that cognitive performance in school-going adolescents was found to be positively affected by consumption of iron pearl millet. So many studies have been conducted in Africa, but they're all showing same results, improvement in nutrition. We go to slide 4, where we're actually looking at biofortification scaling up through partnerships. That's a scaling up partnership model that Harvest Plus is using. So what I was saying is that scaling up of biofortification lies on building strong partnerships along the whole value chain. So at every value chain stage, partnerships are developed. So right from the seed systems all the way up to production, processing, and consumption, we have got partners. So these are the partners who are assisting us to upscale biofortification. Now, Harvest Plus only plays the role of providing technical and marketing support at every of those stages. I think using that model, you see that scaling up becomes quite easy because we cannot do it on ourselves. Now let's come to the final slide, which is the most important for my point, slide number 5. We are trying to look at the lessons that we have learned throughout the scaling up of biofortification. But before I talk about lessons learned, it's important that I also share 2 challenges that we probably might have faced through the process of scaling up. Firstly, in the seed systems, we
we've noted some bottlenecks. There are challenges on supply of early generation seed, which is actually used for production of certified seeds. And this normally happens at the introductory stage of a delivery program. But with time, this challenge is actually sorted out through capacity building. We have also noted that behavioral change among the targeted population takes time, and it takes time to adopt this technology. But then with time, it does. People do adopt the technology. We've noted that there is stigma in some other countries for taking up colored maize, like orange maize. For instance, in Malawi, it becomes a big issue because yellow maize is not their normal dish. Their normal dish is white maize. But anyway, with time, we have actually managed to go over all these challenges. But my main aim is actually to share on the lessons that we have learned on scaling up biofortification. Firstly, we have learned that a multi-sectoral approach is required if we are to scale up biofortification. That is, more partners and strong coordination. We've also noted that an enabling environment is required from the governments. That is, we have to have biofortification included in policies. There has to be integration of biofortification in public support programs like school feeding program, subsidy program, national food procurement program, etc. Those are quite important. We've also noted that donors play a very big role in scaling up biofortification. That could be through nutrition-sensitive agriculture projects, which they support. And yes, they support in a big way. Finally, we've also noted that biofortification is recognized at continental level. For instance, the AU has developed a framework for scaling up biofortification. This was actually iterated by Her Excellency this morning, the Ambassador Joseph Sako. It only spells out the importance of biofortification in the community. So what is our take-home message, our recommendation, let's say? So we feel that biofortification as a food systems-based nutrition response is better placed to complement other interventions like industrial food fortification, basically because of its cost effectiveness and sustainability at addressing long-term nutritional challenges. You would note that the main difference between biofortification and industrial fortification is that biofortification is not only a nutrition response, it is also a livelihood opportunity for farmers and everyone else along the biofortification value chain. So it generates jobs, incomes, and people are able to make that as a self-sustaining process, and it becomes beneficiary friendly. We do recommend that state governments should commit part of their budgets to invest in biofortification if they are to address micronutrient deficiencies on a longer term basis. And finally, we recommend that the private sector should be encouraged to take up biofortification scaling up as a business opportunity. And that again will also help promote long-term health benefits for the population in which they serve. I think this is all I can share within 8 minutes, but I'm sure we can get more through questions or direct communication. Thank you so much for listening. Thank you indeed, Mr. Phiri. Quite challenging, but you did an excellent job. It's always nice to hear from Harvard Plus and then to see where we are with biofortification. So you give a very clear update and overview. Thank you so much for that. We will now go to the last presentation. So last but not least, I would like to introduce Professor Hanta Bololo-Mtyana, who is currently the National Coordinator of the National Office of Nutrition in Madagascar. She's trained in medicine, but also researcher at the University of Antananarivo, and she was elected even the first woman to hold the post of Dean of the Faculty of Medicine. Congratulations for that, Dr. Hanta. And prior to becoming the National Coordinator of the National Office for Nutrition, she was the spokesperson for the COVID-19 Operational Command Center in Madagascar last year. So, Professeur Hanta, je vous invite à clore cette première journée très riche
avec votre présentation. Donc, je vous passe la parole. Je pense qu'on ne vous voit pas pour l'instant, mais j'imagine que vous n'allez pas tarder à mettre votre vidéo et mettre à l'écran votre présentation. Donc, à vous, professeur Anta. Merci beaucoup. Professeur, ouvrez votre micro. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Vous pouvez commencer. Très bien. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Pas pour l'instant, non. On vous voit, vous. C'est déjà un très bon début. Donc, mais votre écran, pas encore. Allez-y. Oui. Donc, voilà. J'espère que là, ça passe. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais y aller tout de suite en attendant que la diapo s'affiche pour ne pas perdre trop de temps. Très bien. Je pense qu'on voit l'écran. Merci, oui. merci. Vous pouvez commencer, oui, merci. Voilà. Donc, c'est avec un grand plaisir et avec une grande joie que l'équipe de l'Office national de nutrition de Madagascar participe à cette consultation virtuelle de haut niveau. Tout d'abord, l'Office national de nutrition à Madagascar donc, est un organisme qui est chargé de la coordination multisectorielle de la nutrition, de toutes les interventions, mais également, entre autres, du suivi et de l'évaluation des interventions donc, de tous les agents de mise en œuvre du plan national d'action de nutrition Madagascar. Quelques mots par rapport à la situation de Madagascar avant de passer à la situation nutritionnelle, quelques données brièvement. Donc, Madagascar, l'Office national de nutrition a été créé en 2004. Madagascar met vraiment au premier plan de la politique même de l'État, la lutte contre la malnutrition, surtout la dénutrition donc à Madagascar. Et nous allons voir quand même que les chiffres, les données restent encore alarmantes pour le moment, en dépit de tous les efforts qui ont été faits. Mais donc, permettez-moi de poursuivre un tout petit peu par rapport donc, au contexte de Madagascar. L'Office national de nutrition a été créé en 2004. Madagascar a adhéré aux divers mouvements, a pris des engagements et déclarations, membre du Schooling of Nutrition en 2012. Nous avons... Excusez-nous, est-ce que vous êtes en train de passer vos slides, vos diapos, oui, s'il oui, vous plaît? oui, voilà, je passe la deuxième diapo pour la situation nutritionnelle à Madagascar. Je crois qu'il a un petit problème de temps. Vous préférez que nous, on fasse ça? Voilà, ça passe. C'est bon? Vous voyez le slide suivant? On voit bien. Voilà, donc je vais passer rapidement. Je passe tout de suite, voilà. Je passe tout de suite donc à la situation nutritionnelle de Madagascar. J'aurais voulu partager un tout petit peu le cadrage, le paysage de la nutrition Madagascar, mais vu que le temps qui nous est imparti quand même se précipite un peu, donc je vais essayer de faire très brièvement. Donc, je pense que parmi les présentations, je pense que la situation du retard de croissance à Madagascar donc, reste encore très critique puisqu'on est encore à 42% de taux de malnutrition chronique, malheureusement, à Madagascar. Et un quart des enfants de 6 à 23 mois seulement bénéficient d'au moins 5 des 8 groupes d'aliments. La carence en iode touche presque 8 femmes sur 10 et une femme sur 3 sont touchées par l'anémie, de même que la moitié des enfants. Assez rapidement, donc là, le sujet d'aujourd'hui, c'est donc la fortification alimentaire. C'est juste pour partager que la fortification alimentaire fait partie de l'une des interventions clés
du plan national d'action de la nutrition à Madagascar, qui est son 3e volet, qui va s'achever d'ici décembre 2021. Sur le plan réglementaire et institutionnel également, comme dans les autres pays, il y a eu des arrêtés, notamment sur la création de l'Alliance nationale pour la fortification, pour les mentions obligatoires sur l'étiquetage des aliments fortifiés, et il existe également déjà un protocole national sur les micronutriments, donc qui met en exergue donc les 4 micronutriments essentiels pour la lutte contre la carence en micronutriments à Madagascar. Bon, rapidement, la stratégie, c'est une stratégie de fortification ciblée, ou bien fortification industrielle ou de masse, mais également donc au niveau des points d'utilisation, soit au niveau des ménages, soit au niveau des écoles. Donc, il s'agit, selon les cibles, de procéder à une fortification de la farine infantile en multimicronutriments, associée toujours à la promotion de l'allaitement nourrissant des jeunes enfants. En ce qui concerne le CLOD, associer toujours la fortification à la promotion de la consommation du CLOD. En ce qui concerne la fortification des aliments pour les industries, les transformateurs et au niveau des ménages, en vitamine A ou en fer, et tout en accompagnant donc des interventions en matière de promotion du concept de fortification. Et enfin, au niveau ménage et scolaire, c'est l'enrichissement des aliments avec des micronutriments en poudre et encore une fois, toujours avec la promotion de l'allaitement des nourrissons des jeunes enfants, mais cette fois-ci donc des enfants de 6 à 23 mois. On va maintenant entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la production et puis la distribution. Plutôt, on va commencer par la distribution de farines infantiles à Madagascar. Donc, nous avons choisi de vous partager quand même, en mettre en exergue l'intérêt de l'implication du partenariat du secteur privé, donc le partenariat public-privé pour une production de farine de qualité. Donc, le secteur privé, donc ici, qui est réuni dans le plateforme du secteur privé. Donc, c'est eux qui produisent la farine infantile. Il y a plusieurs industries de tailles diverses et de dimensions diverses qui utilisent des ingrédients qui sont utilisés, des ingrédients locaux, mais des ingrédients également importés, comme ce qui se passe dans les autres pays, d'après toutes les interventions tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, c'est important de souligner quand même que 3 normes existent déjà. Il y a la norme sur la farine infantile, que ce soit fortifiée ou non, la norme sur le gari, et puis la norme qui fixe la spécification de la farine des fruits à pain. Donc, voilà la production des farines donc, par le secteur principalement, mais il y a les petits producteurs artisanaux, mais nous allons voir après dans les perspectives qu'il y a la stratégie qui est en cours, qui essaie également, comme dans les autres pays, donc d'encourager le secteur privé à insérer, à accompagner, à appuyer donc, ces petits producteurs artisanaux donc, à entrer dans l'amélioration de leur façon de faire et pour qu'ils puissent intégrer donc, dans la production de la farine infantile de qualité. Voilà, par rapport à la distribution, nous avons choisi de partager parce que qu'est-ce qui se passe à Madagascar comme dans les autres pays aussi également d'Afrique. Il y a eu le contexte de crise sanitaire de Covid-19, mais également la sécheresse qui sévit malheureusement dans le sud de Madagascar actuellement. Donc, au cours de la crise sanitaire, nous avons choisi de partager avec vous ce que l'Office national de nutrition, donc avec le secteur privé, a fait donc comme distribution de farine enrichie au niveau des sites communautaires de nutrition, qui sont des sites éparpillés au niveau des villages, au niveau communautaire. Donc, ce sont des embranchements de l'Office national, des offices régionaux de nutrition. Et il y a les sites communautaires au niveau de villages. Et on a impliqué donc pendant cette crise sanitaire les agents communautaires de nutrition donc pour la distribution de ces farines au niveau des sites communautaires. Et en même temps, les agents communautaires
communautaires de nutrition donc, font les activités de routine, de démonstration culinaire, de transmission de messages, comment se protéger, que les mesures barrières en termes de Covid-19, la promotion de l'alimentation du nourrisson et des jeunes enfants, et suivi promotion de la croissance. Donc, c'est ce que nous avons voulu vous partager, mettre en exergue le partenariat avec le secteur privé, avec les acteurs communautaires en pleine crise de Covid-19. Voilà donc le premier partage que nous avons voulu présenter. Mais également, il nous paraît également pertinent de vous partager parce que à Madagascar, actuellement, depuis 2 ans, dans le Grand Sud, il y a 3 régions qui sont, et là, on est au cours des périodes de soudure où il y a le nombre de personnes touchées par la sécurité alimentaire et nutritionnelle était vraiment à son comble. Donc là, ça illustre également donc l'intérêt du partenariat public-privé, puisqu'il y avait des ONG, et puis des ministères de l'Europe, comme vous voyez ici sur le slide, donc qui ont appuyé également pendant la période de soudure. Donc ça, c'est un exemple, mais il y avait d'autres acteurs, que ce soit les systèmes de Nations Unies, les ONG locaux, nationaux, internationaux, comme le GRET, ici par exemple, le gouvernement également, l'État. Est-ce que encore une fois, nous avons voulu partager, donc c'est l'implication, c'est l'intérêt du public privé dans ce cadre-là. Donc, ça a permis, pendant la période de soudure également, de distribuer avec création de décharges également, et en même temps donc profiter les agents communautaires de nutrition encore une fois de faire le dépistage, la prise en charge des enfants touchés de moins de 5 ans, touchés par la malnutrition aiguë modérée, le suivi et la promotion de la croissance. Donc c'est cette expérience-là, ce type de distribution en contexte d'urgence que nous avons voulu vous partager, donc le Covid et la sécheresse qui sévit actuellement dans le sud. Voilà à peu près donc les produits qui ont été donc distribués ou bien vendus vraiment à petit prix au niveau des épiceries. S'il y a des ventes à côté donc des dons de la distribution au niveau des ménages vulnérables que nous avons ciblés, en fonction donc de la présence d'un enfant, d'au moins un enfant atteint de malnutrition aiguë dans le ménage. On prend maintenant dans la production communautaire, donc qui fait également partie donc du thème que nous avons à traiter. La production communautaire, par cela nous avons illustré par ce projet, comme ce qui se passe à peu près au Tchad, puisque c'est un projet qui est sous l'égide du PAM également. Il s'agit d'un projet qui est déjà en cours, projet de conservation, de transformation, de fortification des aliments de base à Madagascar, Côte d'Ivoire. Et là, l'important, c'est que la stratégie, c'est d'encourager surtout les femmes d'adhérer dans les organisations paysannes. Donc là, presque 400 organisations paysannes sont appuyées dans ce projet. Et donc, ça, là, la transformation du manioc, donc produit par ces paysans qui se mettent dans les organisations, et transformation du manioc en gari, du fruit de pain en farine de pain, et voilà, pour augmenter bien sûr la conservation qui peut durer jusqu'à 2 ans. Actuellement, 17 ateliers sont opérationnels donc au niveau de ces communautés qui sont tenues donc surtout par les femmes au niveau de ces organisations paysannes. La fortification, c'est l'étape suivante, et avec du prémix, et suivant donc les spécifications du PAM, bien sûr, donc qui lead ce projet. Et bien sûr, nous attendons de cela une amélioration de la nutrition, de la sécurité alimentaire, surtout donc pendant les périodes de soudure, et surtout la résilience et les moyens d'existence de ces paysannes au niveau, surtout donc de ces femmes au niveau de ces organisations paysannes dans ce contexte. Donc c'est la production communautaire
autre que nous avons voulu vous partager, cet aspect-là, c'est important et puis la mise à l'échelle, nous allons voir dans les perspectives, puisque c'est pas actuellement, donc c'est un projet pilote, mais dans d'autres régions, outre que le cible, les régions cibles les communes cibles de ce projet, donc ça commence vraiment à bouger, les organisations paysannes, avec la mobilisation et avec la sensibilisation et l'accompagnement des agents communautaires de nutrition au niveau des offices régionaux de nutrition et avec les autres acteurs du gouvernement, les ministères au niveau donc communautaire pour promouvoir la production communautaire de farine enrichie. Quelles sont les perspectives donc après ces partages de distribution, surtout que nous avons voulu mettre en exergue en période de crise, que ce soit sanitaire, que ce soit en période de soudure, cette production communautaire qui est très, très encouragée. Donc, à court terme, c'est en cours de finalisation. Nous allons donc procéder donc, à l'adoption de la stratégie nationale de fortification des aliments. Il y aura également en 2002 une enquête nationale sur les carences en micronutriments, puisque nous n'avons pas encore de données. C'est des problèmes, je crois, communs à beaucoup de pays tout à l'heure, d'après les interventions. Nous n'avons pas encore de données qui soient à l'échelle nationale et qui soient, comment dirais-je, qui soient validées, qu'à partir de ces données, donc, on peut prendre des décisions, on peut modifier le tir et tout ça. Donc, c'est important d'avoir des données qui soient fiables après cette enquête. C'est très important pour Madagascar. Et puis, comme je l'ai dit, la mise à l'échelle de toute la stratégie tout à l'heure à partir de la valorisation des plantes à haute valeur nutritionnelle qui est vraiment, il y a des pratiques innovantes que nous commençons à expérimenter, à partager et la mise à l'échelle de cette stratégie-là va permettre de lutter contre la malnutrition, d'essayer d'avancer dans cette lutte de longue haleine, multisectorielle et multi-acteurs. Et là, nous avons mis en exergue donc l'intérêt dans le cadre de la distribution et de la production communautaire de farine infantile, l'intérêt de partenariats public-privé, mais également un autre volet multisectoriel avec les partenaires techniques et financiers et tout ça. Donc, c'est l'intervention multisectorielle, multi-acteurs synergiques encore et toujours en matière de lutte contre la malnutrition, que ce soit à Madagascar, que ce soit ailleurs. Donc, ceci termine mon intervention et je réitère donc mes remerciements de nous avoir permis à participer à cette consultation de haut niveau sur la fortification alimentaire. Merci. Merci à vous, professeur, d'être disponible un peu en quelque sorte, si vous le permettez. On s'excuse de vous avoir gardé jusqu'à la fin parce que Madagascar, vous n'êtes pas du tout dans le même fuseau horaire que nous. Et donc, ce décalage et le fait que vous soyez si tard pour nous faire part de votre expérience démontre aussi votre enthousiasme, votre passion pour le travail très important que vous faites. Donc, merci à vous et tous les efforts consentis et je vous souhaite courage et plein de succès avec cette urgence que vous avez malheureusement dans le Sud. Et clairement, je suis sûre que beaucoup de participants à cette session seraient intéressés d'en savoir davantage par rapport à la production au niveau communautaire et à travers les différentes unités de production dont vous avez parlé pour en savoir plus. Parce que vraiment, c'était très intéressant et des expériences exactement ce qu'on recherchait dans cette session. Merci beaucoup à vous. Et donc, sur ce, on a fini donc avec les présentations. Et je voudrais, je sais qu'il est tard déjà, et je voudrais donc passer peut-être à quelques questions quand même, parce qu'on a eu des questions très intéressantes des participants. Malheureusement, le temps ne permet pas de les poser toutes et je voudrais, si on est tous d'accord, me concentrer sur deux questions. Une question pour M. Ferry et
une question pour Madame Zoundi. Mr. Firi, we will have one question we would like you to answer in relation to your presentation. Can you let us know what are the main lessons learned on how to incentivize key actors to adopt biofortification? And after this question, Madame Zoundi, je vais passer à vous pour la dernière question. Je vous la pose déjà, comme ça vous pouvez déjà un peu préparer la réponse. Il serait intéressant d'en savoir un peu plus sur vos circuits de diffusion, de distribution de ces produits. Je suis sûre que là aussi, il y a beaucoup d'éléments à développer. Donc voilà, si vous pouvez en dire un peu plus sur les réseaux de distribution de vos produits. So, if this is fine, si vous êtes d'accord, Madame Zoundi, I will give the floor to Mr. Firi so he can answer first the question on any lessons learned on how to incentivize key actors to adopt biofortified varieties. Mr. Firi, let me hand it back to you for your answer to this question. Thank you. Thank you, Katrina. In fact, I got that question from Amanda. I also responded, but for the good of everybody, I think there were two questions. I'll take the second one, which you asked me to answer. Yes, we work with so many actors within the value chain, but mostly with seed companies. You know, these seed companies take up the seed to end users. We come in to assist them. We assist them in marketing activities. We also assist them in creating demand for the varieties outside. And I did mention that that is exactly where donor assistance comes in, because these are expensive initiatives, but we have actually managed to do that quite along. So we have actually helped our actors by creating demand, by actually linking them to markets that we know, working with them in their needs. Mind you, these are public materials, and so many seed companies don't want to spend much in promoting them. That's where we come in. Thank you. Thank you very much, Mr. Firi. So, Madame Zoundi, je vous passe la parole donc, par rapport au réseau de distribution de vos produits. À vous. Bien, nous avons comme réseau les pharmacies sur tout le pays. Et nous avons au niveau de la sous-région, avant les crises de sécurité, hein, nous fournissions également pour le nord Mali, le nord Niger, mais depuis quelque temps avec les attaques, donc nous sommes pour le moment limités encore sur le territoire national. Et nous avons une collaboration actuelle avec les commandes des grandes institutions comme le PAM, et il y a des clients particuliers qui sont financés par le PAM pour leur achat, et c'est eux qui font le transport pour la distribution dans les zones, différentes zones, surtout des zones à haut risque, parce qu'il faut prendre des gens qui connaissent les lieux et qui ont leur technique également pour éviter les attaques. Alors, pour ce qui est des pharmacies, c'est les mêmes préoccupations. Les pharmacies qui sont dans les villages connaissent également des difficultés pour leur approvisionnement. Donc, pour le moment, ce n'est pas facile. Et nous avons aussi la situation des villages qui ont fui, qui ont les femmes, les enfants, qui ont quitté les villages et qui sont dans des lieux de protection. Alors, il faut également arriver à leur fournir également, et les services humanitaires des ONG, c'est grâce aux ONG que nous arrivons aussi à servir ces personnes-là. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Zoundi. Merci beaucoup. C'est très clair. Nous comptons surtout l'échelle, la production à l'échelle, parce que ça va permettre de réduire les coûts et ainsi rendre les produits disponibles et accessibles. Voilà, merci. Oui, exactement. Désolé, excusez-moi, je vous avais coupé. Exactement, il sera important de continuer à distribuer à travers les réseaux humanitaires, comme vous le dites, mais bien évidemment aussi rendre ces aliments disponibles à travers le réseau commercial. Vous avez beaucoup de défis à relever au Burkina, mais on voit quand même certains progrès à travers le travail que vous faites, comme d'autres acteurs, ce qui est très encourageant. Merci beaucoup pour votre réponse, Madame Zoundi. One maybe last question. I said question to Madame Zoundi would be the last one, but I'm still a little bit curious. Catherine, we are almost getting too late. I'm sorry. But the organizer asking me to ask one last question, where we are maybe a little bit curious, Andreas, on what you were mentioning with regards to the new strategy of Bill and Melinda Gates Foundation with regards to large-scale food fortification. So we would like you to be very brief on your experience and what you see moving forward Bill and Melinda Gates Foundation would be working on. And then I would wrap up with very, very short conclusion to this session. Andreas, if this is possible, if you're allowed to be a little bit curious at the end of the day, I would like to hear in few words what to expect next and what do you see most important moving forward. Thank you. Great. Can you hear me well? Good. Yeah, from our side, there's a bit of a sequence in what we do. So we had strategy approval from the co-chairs, both Bill and Melinda, 4 weeks ago. We are now developing our investments with core partners, which includes WFP, and give us, I would say 2022 will be the year of action in Africa and the countries with our partners. I mean, we have investments going at the ground, and I think the most difference we try to make is bringing companies like DSM, BASF, and Mühlen Chemie really to the ground, helping the mills to get production analytics straight. This is something we would like to kind of develop now and deploy next year. We understand that needs to be a hybrid approach, and we would be very happy to really kind of put heads together with you on that one. That includes also regulatory assistance. So we would love to see on the regional level and also at the country level, I would say national fortification fora and alliances revived to together with us look at the quality of the standards and also the respective ingredients. We'll also take a gender lens on that. So that will be 1 or 2 day gatherings, also hybrid. We would be happy to support with our partners to see, also with some global support and maybe also some, I would say, digital support, analyzing the standards and giving, starting an exchange how to improve them. I think the biggest investment we would like to take starting in Nigeria, but also then expanding to the regional level is how can we improve quality assurance? There's semi-quantitative analytics that are super cost effective that can screen out a lot of the samples which are not adequately fortified. There's quantitative action, different analytics for different vehicles. They are costly, but they are accurate. There's a technical assistance need, but there's also, I would say, a systems improvement need. And we would love to invest in Nigeria and then in other countries on private sector being able to measure in their factory, a little bit with Internet of Things, if you want to, with new devices, analyze their food in a new way. You can do that if you engage the suppliers of micronutrients and you kind of take with a QR code, a scan of the micronutrient supplies. There's also data on the output of the mills. If you would then think about blockchain kind of being between government and private sector, and I know WFP has experience with blockchain solutions, we can share data without revealing all the business secrets. And I hope that we get clusters of private sector that want to embark with us
on that journey of digitization in quality of fortification. It will make our life much easier if we not kind of measure biochemically all the foods we have, but we know the input factors, we know the output factors, and we are able to share, I would say, the right ratio. And I know that many companies are really trying hard to be compliant. It's not a matter of will, and we would like to empower them to kind of get clear on meeting the standards. So that's the 3 things we would love to do. And on WAHO and West Africa, we are really happy to support a regional standard setting approach. We are in good collaboration with WHO. It's a core partner of us. So we would like to first regionally also discuss, and that can happen very fastly, on where do the standards sit and stand, and what can we do to jointly improve cost-effective implementation, so that's really owned at the country level and really owned by public and private sector. And every sector plays a role in that. I think public sector is so key to look at imports, and not only one ministry, but several of them. On the private sector side, I think it would be fantastic if the leading companies kind of work on their own compliance and sharing that in a way that we at the end of the day maybe even can give the consumers a way to check on the package, like with a QR code, has that been produced with quality or not? And that's a journey, but count on us, we're going to be there the next years on that. Thank you. Perfect. Thank you so much, Andreas. I think indeed you put the finger on the keyword as well. Partnerships, quality, and also obviously making sure that we reach the beneficiaries that we want to reach to really reduce and eliminate malnutrition. So I think in this session we got a good overview of what it takes to get there. We heard from the private sector, we heard from one of the donors, we heard from a government official, we also heard from a UN agency involved in putting at scale these projects. And so I think this is very interesting and promising moving forward. So maybe here I can conclude, knowing that we're already a little bit behind time, but I take this opportunity really to thank all the participants for having stayed that long, but very importantly, obviously also the 5 panelists who made excellent presentations, even despite the very constraining timeline that we had to make this happen. Thank you so much. Also, thank you to my colleagues and SURFAM and all the other organizers for this webinar. Thank you, and back to you, Mr. President. Over. Thank you very much, Catherine, for this very interesting session. The session has highlighted concrete ongoing initiative on food fortification, and that we will set goals to pave the way forward as we will complete or conclude our high-level consultation tomorrow. So thank you very much, and thank you to all the presenters of this session. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de la première journée de cette consultation de haut niveau sur l'enrichissement des aliments. Et le thème, c'est quelle approche alimentaire pour réduire les carences en micronutriments en Afrique. J'espère que vous, comme moi, vous avez aimé les discussions, vous avez beaucoup appris au cours de cette journée. Et pour éviter de me faire taper sur les doigts, parce que j'aurais omis 1 ou 2 choses, je ne vais pas prendre le risque de résumer toutes les présentations et les allocutions qui ont été faites aujourd'hui. Toutefois, avec votre permission, je voudrais partager très rapidement avec vous quelques observations que j'ai pu noter au cours de la journée. En termes d'approche, et nous sommes là aujourd'hui pour identifier ces approches, j'ai pu noter que nous pouvons grouper les approches à 3 niveaux. Le premier niveau serait celui de la communication et du plaidoyer. Il faut accentuer la communication et le plaidoyer. La communication auprès de parties prenantes afin de briser tous ces préjugés qui assurent l'enrichissement des aliments, que ce soit l'enrichissement industriel ou l'enrichissement biologique qui n'est nécessairement pas
des organismes génétiquement modifiés. Il faut pouvoir briser ces préjugés par la communication. Il faut accentuer le plaidoyer auprès des décideurs politiques, plaidoyer auprès des partenaires techniques au développement, plaidoyer auprès des financiers. Et nous voulons saluer ici l'annonce qui a été faite par la Côte d'Ivoire de porter pour 2022 le thème de l'Union africaine sur la nutrition. Je pense qu'ici, c'est une grande action de plaidoyer que nous devons saluer. Parce qu'à moins que les politiques suivent et suivent totalement, nous ne pouvons pas avancer. Et nous voulons saluer cette action qui est portée par la Côte d'Ivoire. La deuxième approche, ce serait de travailler sur les systèmes, ce que les anglophones appellent le soft. Il faut pouvoir travailler sur les politiques. Et le dernier orateur de la Fondation Bill et Melinda Gates l'a dit. Il faut pouvoir travailler sur les politiques, avoir des politiques en place, avoir des législations en place. Plus important, avoir des institutions qui puissent porter l'enrichissement des aliments sur le continent. Il faut travailler sur la coordination. La nutrition, est, comme dirait quelqu'un, est une question transversale et il faudrait qu'on puisse renforcer la coordination au niveau local, au niveau national, au niveau régional, au niveau continental et au niveau global pour pouvoir avoir les impacts que nous tous nous souhaitons. Il faut travailler sur les infrastructures de contrôle. Et ça a été dit. Une fois que nous avons les législations en place, il faut pouvoir s'assurer que ces législations sont mises en œuvre et sont bien mises en œuvre. Donc, il faut pouvoir travailler sur les infrastructures de contrôle. Et la dernière chose sur les systèmes, et ça a été dit dans plusieurs présentations, c'est la coopération régionale, l'harmonisation des politiques et des législations ou des standards au niveau régional pour faciliter le commerce. Nous sommes tous d'accord que la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur le continent passera aussi par le commerce. Et avec l'avènement de la zone de libre-échange continentale, il faut pouvoir travailler sur l'harmonisation des législations, des standards au niveau régional et au niveau continental. Et là aussi, nous sommes contents d'avoir appris du gouvernement de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire veut porter au niveau de l'Union africaine le CERFAM comme agent spécialisé de l'Union africaine, afin que l'Union africaine puisse remplir son rôle de coordination, son rôle d'harmonisation des politiques au niveau continental. Je pense que ça, c'est une action, ça, c'est une nouvelle que nous devons nous réjouir au moment où nous clôturons cette première journée. Ça, c'est la deuxième approche. Et la troisième, c'est celle de mettre à échelle les bonnes pratiques. Il faut mettre à échelle les bonnes pratiques qui existent de part et d'autre sur le continent. Et nous avons écouté plusieurs de ces bonnes pratiques partagées depuis Madagascar, de l'autre côté de l'Afrique, jusqu'au Sénégal, des deux bouts de l'Afrique. Nous avons écouté du nord au sud, de l'est à l'ouest, les bonnes pratiques. Il faut porter à échelle ces bonnes pratiques. Et parce que les questions de nutrition sont un bien public à responsabilité partagée, il faut renforcer le partenariat public-privé. Je voulais partager avec vous ces observations et je pense que, comme moi, vous avez appris beaucoup au cours de cette journée et certainement, demain, nous apprenions davantage. Parce que la journée de demain nous permettra de voir ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, nous avons partagé avec ce qui se passe sur le continent.
Mais il est important aussi que nous comprenions comment est-ce que ça se passe ailleurs. Et dans la journée de demain, nous allons passer du temps à comprendre comment ça se passe ailleurs et nous allons beaucoup parler de l'enrichissement du riz. Le riz est une denrée alimentaire très consommée sur le continent et il est important que nous comprenions ensemble comment les autres ont fait pour y arriver. Donc, la journée de demain sera consacrée à cet échange et j'espère que nous allons continuer à apprendre, nous allons continuer à échanger afin qu'au sortir de cet atelier ou de cette consultation de haut niveau, nous ayons non seulement des recommandations fortes, mais comme l'a dit notre invité de marque ce matin, des recommandations que nous pouvons mettre en œuvre. Donc, il s'agira pour nous demain d'avoir des recommandations et des plans d'action pour pouvoir mettre en œuvre ces recommandations. Donc, je voudrais sur ce remercier encore tous les intervenants de la journée, remercier tous les participants pour votre patience, votre participation active au cours de cette journée. Et on se donne rendez-vous demain matin à 9 h pour la deuxième journée de cette consultation de haut niveau. Je vous remercie. Bonne soirée, bon après-midi ou alors bonne nuit pour certains, dépendant de là où vous nous joignez. Au revoir et à demain 9 h.